Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de podculture.fr. Moi, c'est Benji et aujourd'hui je suis accompagné de Anthony. Salut à tous. De Clément. Bien le bonjour. Et de Donny Jeep. Hello, hello. On va continuer sur les bonnes habitudes que l'on a commencé au dernier épisode et on va partir sur des nouvelles recommandations. Et donc on commence par toi Clément. Tout à fait, merci beaucoup. Alors, je suis tombé sur quelque chose. Entre les deux enregistrements de ce podcast, ça tombe bien, entre septembre et octobre. C'est un court-métrage qui est sorti sur YouTube le 8 octobre 2021, qui s'appelle Doppelganger Style. Vous n'avez sans doute pas laissé passer la petite référence au Gangnam Style, éventuellement, ou peut-être pas, mais c'est pas l'important. En fait, c'est un court-métrage un peu spécial, parce que pour vous en parler, il faut que je revienne sur un univers qui est l'univers d'Albi, du personnage Albi, et donc de la chaîne YouTube Albizobiz, qui date de 2013, ça ne rajeunit pas du tout. En fait, c'était une chaîne YouTube qui suivait les aventures d'un personnage donc qui s'appelle Albi, qui a été créé par Pierre Grenier et Marc Cluchier, et c'était un truc un peu entre web-série et parodie et satire, un truc hyper hybride, très spécial, avec un humour un peu décalé et un peu nul, dont moi je suis particulièrement client, mais ça me regarde. Et en fait, c'est un projet où il y a 7 ou 8 épisodes avec quelques petits hors-série, jusqu'à ce que les deux papas de la série arrêtent de travailler ensemble fin 2015. Et en fait, le personnage d'Albi, qui est un espèce de truc complètement hors du temps, sapé comme Albator avec une chemise hawaïenne, a été repris par donc l'un de ces deux créateurs, Pierre Grenier, qui est aussi son interprète. Et en fait, il a été donc repris sur la chaîne qui s'appelle maintenant chaîne YouTube Albi Forever. Et en fait, il sort à peu près une fois par an un court-métrage avec ce personnage. Et donc, Doppelganger Style, c'est le dernier court-métrage en date avec ce personnage-là. Pour vous présenter un petit peu rapidement le truc, en fait, on retrouve le personnage d'Albi, donc qui va faire un entretien d'embauche après avoir découvert une offre d'emploi déchirée dans une poubelle. Et avec cette prémisse-là, on se doute pas que le film en fait va se révéler hyper profond sur les thèmes du monde du travail, sur le burn-out, sur la dissociation et même sur la réconciliation avec son enfant intérieur. C'est un truc qui m'a pris hyper par surprise parce que en fait j'étais beaucoup plus habitué à l'humour de la série et surtout du personnage d'Albi, mais là en fait c'est quelque chose qui vient nous toucher au cœur, qui vient aborder des thèmes super forts, super profonds. Et c'est pour ça que je peux vous recommander sans problème ce court-métrage. En fait, si vous n'êtes pas familier avec l'univers, vous allez juste le prendre comme il est, c'est-à-dire comme un petit film important avec des thématiques super fortes, avec un humour un peu spécial aussi, mais bon, ça j'y reviendrai. Mais en plus, si vous connaissez l'univers, là, vous allez avoir énormément de références à tout ce qui s'est passé auparavant, avec plein de personnages qui arrivent, qui repartent, En fait, ça récompense le fan, comme ça permet aux nouveaux venus de venir et de constater ce que propose ce personnage, qui est vraiment un truc à part. Donc voilà, il y a deux chaînes YouTube, Albizobiz si vous voulez commencer, Albi Forever si vous voulez poursuivre, et puis ce sera, au pire ce sera un truc auquel vous accrocherez pas, et c'est pas grave, parce que c'est quand même un peu spécial et ça plaira pas à tout le monde, mais là si vous aimez, ce sera formidable, et pour vous ça deviendra sans doute culte. Voilà. Parfait. Anthony, si tu veux poursuivre au niveau des recommandations. Je vais poursuivre sur une bonne ambiance, Tom Clément. Sur quelque chose qui est sorti aussi récemment, qui est sorti le 15 octobre sur Netflix. Alors oui, pour une fois, je vais dire du bien de Netflix. Ça arrive. Comme quoi. Alors, c'est une série coréenne. Quelque chose qui leur réussit plutôt bien en ce moment, puisqu'il y a eu l'énorme succès, je crois qu'il a échappé à personne, de Squid Game. Mais pendant ce temps, il y a une autre série qui est sortie, qui s'appelle My Name. Qui raconte une histoire assez déprimante, puisque ça commence par la mort du père de l'héroïne qui se fait sauvagement assassiner, et elle va consacrer sa vie à retrouver le meurtrier et à se venger. Donc c'est une histoire de vengeance dont les Coréens sont assez friands et sont spécialistes. Il y a 8 épisodes si je ne dis pas de bêtises, en tout cas il y en a moins de 10. C'est un premier grand rôle pour une actrice qui s'appelle Han Seo-hee, qui a joué dans quelques séries, qui avait des seconds rôles et qui montrait de très belles choses, et je suis plutôt content de la retrouver dans un grand rôle. D'autant plus que c'est une série d'action avec une réalisation ultra solide sur les scènes de baston, avec des chorégraphies excellemment chorégraphiées. Et
c'est quelque chose qui est très bien fait en fait. Quelque chose qui est très bien fait, puis c'est extrêmement brutal, mais par contre ça raconte aussi beaucoup de choses intéressantes sur la corruption au sein de la police, sur les violences policières, sans spoiler bien sûr le dénouement. Après, la série est peut-être un petit peu plus faible sur les scènes de drama, c'est-à-dire certains dialogues qui sont quand même pas ouf, hein, faut se le dire. Néanmoins, dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé, et puis pour les connaisseurs et connaisseuses, ça ressemble à une... je sais pas si ça vous dit les choses, le film The Villainess, qui est un film coréen qui est sorti il y a quelques années avec une femme, pareil, qui cassait des bouches. Ça y ressemble beaucoup, sauf que cette fois-ci, il y a un vrai monteur qui ne déteste pas les épileptiques. Il y a un mauvais côté, la bande son est complètement éclatée. C'est un espèce de musique électro dubstep infâme. Néanmoins, c'est une série devant laquelle j'ai passé un excellent moment, que je recommande chaudement pour ses bastons surtout. Voilà tout. Ok, parfait. Après, voilà, pour ce qui est des adeptes de dubstep, ils peuvent apprécier la bande-son, faut pas... Après, la musique peut être bien, mais elle peut surtout être hors sujet, je crois. C'est surtout ça le problème, là, d'après ce que je comprends. Elle est ultra hors sujet, parce qu'en fait, t'as une réalisation qui tire quasiment vers le film noir. T'as des scènes qui rappellent les bastons de films, on va dire, sud-est asiatiques, hein, type The Raid et compagnie. Mais tu lui cales une bande-son infâme, là, qui n'a rien à voir, qui n'a rien à faire là. Et c'est dommage, parce que la bande-son, en fait, est omniprésente. Hein. Dès qu'il y a une baston, t'as de la musique. Et... des fois, il y a des séries et des films qui devraient apprendre à se taire et à faire moins de bruit. Je vois l'idée. Ok, bah écoute, tout ça de toute façon sera en description, et pour continuer dans les recommandations, on va continuer avec notre cher ami Donny Jeep. Oui, alors recommandation, c'est une recommandation qui tombe très bien parce que je vois que chez les voisins, je sais pas si vous entendez, mais ils sont en train de passer l'aspirateur de faire le ménage. Je vais parler d'une série qui est sortie récemment sur Netflix aussi, où ça parle de ménage, mais c'est pas le plus important. Enfin, ça parle de ménage, faire le ménage, ça parle aussi des ménages quand on est en couple. Et c'est une série qui s'appelle Made, donc qui a été, on en a, je pense, assez parlé, tout ça, mais moi je n'en ai pas parlé, donc je vais en parler maintenant. Donc voilà, c'est une série, c'est plutôt même une mini-série, donc qui est sortie sur Netflix aussi. Donc Anthony sera content, on va encore dire du bien de Netflix. Et donc voilà, donc Made en fait ça a été adapté d'un récit plus ou moins autobiographique de Stephanie Lang qui s'appelle alors Made Hard Work, Low Pay and Mother Will to Survive. Donc en fait c'était une femme qui était une maid, donc femme de ménage, mais qui surtout en fait a fui une relation qui était abusive. Donc c'était une série qui a été créée, qui va plus ou moins adaptée par Molly Smith Metzler. Et donc c'est disponible depuis le début du mois. Donc on suit Alex, qui est joué par Margaret Qualley. Donc Margaret Qualley, je sais pas si vous connaissez, elle était notamment dans la série, l'excellente, brillante, magnifique série The Leftovers. Et je sais aussi qu'elle est dans un jeu vidéo, mais je n'en ferai pas la pub. Ouais, j'allais te dire. Elle est aussi dans Death Stranding. C'est ça, c'est lui qui vont dire, ouais, elle est dans... Oui, mais c'est pas le plus important. Et c'est la fille de Andy McDowell. C'est la fille d'Andy McDowell, et d'ailleurs dans la série, sa mère est jouée aussi par Andy McDowell. Le casting est vraiment intéressant, mais bon, la série est vraiment sur les épaules de Margaret Qualley qui est assez fabuleuse. Donc Alex qui fuit une relation très abusive avec donc son compagnon qui est joué par Nick Robinson, qui est à contre-emploi, et c'est une belle découverte aussi puisque Nick Robinson, il a l'air un peu gentillet comme ça. Il faisait Simon dans le film Love Simon, qui était une adaptation aussi. Et donc là, il est carrément à contre-emploi, et donc c'est une relation particulièrement abusive. Elle va le fuir avec sa petite fille, et ensuite on suit un peu cette libération qui est forcément semée d'embûches. Le premier épisode est assez éprouvant. Il y aura pas mal tout au long de la série des séquences qui sont assez éprouvantes, qui sont dures, puisqu'elle se bat contre un système, contre une personne, mais puisqu'une personne c'est aussi un système qui abuse les femmes, hein, le patriarcat pour dire son terme, et puis après toutes ses ramifications. Et elle va accepter des petits boulots pour être femme de ménage, puisque elle roule pas du tout sur l'or. Loin de là, d'ailleurs dans la série, souvent on voit les dépenses qui s'affichent en fait et qui montent, qui descendent en fait sur un coin de l'écran. C'est un gimmick qui est bien utilisé. C'est pas surutilisé. Il n'y a pas de misérabilisme dans la série non plus. Alors, elle est pas sans défaut. Par moments, il y a des petites histoires parallèles qui se déclenchent, mais qui sont des effets de respiration, donc c'est bien aussi. Mais bon, voilà, c'est pas là où est la série la meilleure. Mais elle décrit très bien justement quand je parle des relations abusives.
les violences, c'est pas forcément que les violences physiques, et c'est surtout les violences aussi morales, psychiques, et la manière en fait dont les personnes doivent être enfermées, puisque c'est ça en fait, elle est enfermée, c'est très bien retraduit dans certains épisodes de la série, donc mini-série qui fait 10 épisodes. Et donc ça montre bien ce côté-là et la manière dont en fait ils sont écrasés, dont elle a du mal à sortir. Le système même en fait législatif, administratif fait que c'est très difficile pour ces femmes-là de s'en sortir. Et en plus de pouvoir témoigner du fait qu'elles sont abusées, puisque quelque part, si elle n'a pas ce qu'elle dit au tout début dans le premier épisode, elle dit mais en fait il m'a pas agressé physiquement, donc comment je peux en fait justifier de ça? Donc il faut qu'il y ait des gens qui aient vu, ou mais même les amis communs n'osent pas en disant oui mais c'est une histoire de couple, il y a le père qui est une espèce de gars démissionnaire et qui même a probablement tapé sa femme plus jeune, qui est joué par Billy Burke, donc c'est pareil, c'est un contre-emploi, puisque Billy Burke c'était le papa de Bella Swan dans Twilight, et là il joue un rôle totalement différent de ce gars qui semble un peu à l'extérieur, et dont on apprend finalement que lui aussi parce qu'il était alcoolique, a fait des saloperies, et l'alcoolisme est une explication, mais ce n'est pas une excuse à n'importe quel comportement, et c'est ça qui est très bien dans cette série, c'est que elle explique les choses, mais elle n'excuse jamais en fait les personnes qui sont toxiques, parce que quand on est toxique, on l'est pour soi-même, mais aussi surtout pour les autres. Et donc c'est très bien retranscrit, le casting, et notamment donc Margaret Qualley font vraiment un super boulot. Et je peux pas trop en dire plus, mais c'est une série qui fait du bien parce qu'elle est dure, mais en même temps dans cette libération qui est difficile, qui est éprouvante par moments, amène aussi une belle respiration et une envie en fait de déjà cette femme-là de la serrer dans ses bras, mais surtout en fait de ne pas la serrer trop fort, de ne pas la laisser étouffer, plutôt la laisser elle-même se développer au monde, et c'est vraiment beau de suivre ça et la manière dont c'est fait, donc même malgré quelques petits défauts, vraiment une série Netflix que je conseille, et j'aimerais qu'ils continuent à en faire et à en produire. Alors je crois qu'elle a été coproduite avec HBO, ce qui n'est pas une surprise, mais ça serait bien qu'ils continuent à faire ce chemin-là et à le poursuivre plutôt que faire à la longue, à la louche, toujours les mêmes séries qui sont en train, ou les mêmes téléfilms qui repompent. Donc bon, c'est vrai que s'ils repompaient plein de téléfilms, ça permet de mettre un peu de budget à faire ça. On va pas, voilà, c'est pas là non plus, c'est pas une justification, mais ça fait plaisir et ça fait du bien, même si c'est pas forcément une vision ultra agréable. D'ailleurs, tu fais penser que justement sur le thème du patriarcat, c'est un des thèmes aussi d'ailleurs de la série My Name que je recommandais. Alors, je voulais préciser, c'est un thème récurrent du tout sur ces nouvelles séries Netflix. Et c'est plutôt bien parce que c'est abordé aussi sous des angles différents et dans des milieux différents. Sur quelques aspects justement de ta série de Maid, ça m'a fait un peu penser à Room, où Brie Larson joue le rôle Formidable film. d'une femme qui est emprisonnée pendant des années, au point même d'élever son fils qu'elle a eu avec son agresseur dans cette pièce, qui est incroyable. C'est un film vraiment incroyable. Ouais, très grand film. Et pour ma part, eh bien, écoutez, moi je vais vous parler d'une série qui est arrivée aussi sur Netflix, comme quoi on sait pas on en a pas parlé, mais voilà, ça arrive, c'est comme ça. Qui est une adaptation en animé d'un manga dont j'ai déjà parlé sur podculture.fr et dont vous pouvez trouver l'article également en description. Et ce manga, c'est Blue Period. Donc l'adaptation animée de Blue Period qui est arrivée sur Netflix début du mois d'octobre, qui compte actuellement 4 épisodes à l'heure où on enregistre ce podcast, et qui nous raconte donc l'histoire de Yatora Yaguchi, qui est un élève assez populaire dans son école, qui se découvre en fait une passion pour l'art, parce que c'était un élève qui ne savait pas quoi faire de sa vie, qui était totalement paumé, et au détour d'une classe, à un moment où il va aller dans une classe d'art, il va tomber sur un tableau, et il va être subjugué par ce tableau, au point de remettre en question toute sa vie, et de remettre en question surtout toute sa vie professionnelle, pour découvrir l'art, pour découvrir tous les tenants et aboutissants de comment créer une peinture, comment créer une œuvre, comment ressentir une œuvre. Et j'ai découvert du coup, enfin je redécouvre la série via son adaptation animée, qui est magnifique, et voilà, je vous la conseille tout simplement parce que c'est vraiment quelque chose de très chill, de tranches de vie comme je les aime, et c'est super agréable à suivre. Et même pour les néophytes qui ne connaissent pas les animés, ce que j'ai fait en découvrant cette série, c'est que je l'ai fait découvrir à quelqu'un qui ne connaissait pas les animés, et résultat des courses, cette personne appréciait énormément ce moment, parce que c'est
c'est très facile de rentrer dans une tranche de vie, je trouve. En tout cas, en tant qu'animé. Tu parles de tranche de vie chill. Moi, je vois ce manga-là sous l'autre versant, qui est quand même la tranche de vie très tryhard. Hein. C'est vraiment Yatora. Là, ce que tu n'as pas dit, c'est qu'il faut qu'il rentre à l'université, la première université d'art du Japon, et il a qu'1 an pour se préparer à faire ça. Et le concours, il est ultra sélectif. Donc en fait, il fait une espèce de prépa art appliqué super vénère, où il bosse H24 pour atteindre cet objectif-là. Et pour le coup, il y a de la tranche de vie effectivement, mais il y a aussi une espèce d'ode au travail de Yatora en fait, qui en fait, comme il découvre un peu ce qui donne du sens à sa vie, il va s'y investir à 400%. Et moi, c'est aussi cette partie de l'anime ou du manga que j'aime beaucoup, c'est à quel point en fait il va découvrir 50 000 choses, tout donner pour atteindre ses objectifs, et du coup il va s'épanouir vraiment comme ça, alors qu'il connaissait rien de ce qu'il faisait vibrer auparavant. Donc il y a aussi cet aspect-là que je voulais rajouter, parce que c'est vraiment 2 facettes de la même pièce dans cette œuvre-là. Et c'est là où tu vois que c'est vachement intéressant, parce que vous savez que moi j'ai fait mes études dans l'art, et je porte beaucoup d'aspects de ma vie vis-à-vis de ça, mais pour moi c'est pas du tryhard, en fait. Bah ouais. C'est quelque chose de naturel, et c'est quelque chose qui pour moi semble naturel, et donc c'est peut-être aussi pour ça que je le ressens pas comme étant quelque chose d'assez dur, en tout cas. Donc, mais oui, en effet, on a certaines bases du shonen pour ce côté, viens, on va se dépasser, on va aller plus haut, plus fort, plus machin. Mais on est vraiment plus dans un seinen, tranche de vie, à la limite du drame par moment. Et c'est vraiment, vraiment super agréable à suivre. Écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour des recommandations pour aujourd'hui. Et pour ce qui est du sujet du jour, je vais laisser notre cher Denis Jeep nous introduire ce dernier. Alors, comme on est en novembre, on s'est dit on va faire un thème joyeux, et on va se baser sur le premier jour de novembre, qui est la Toussaint, où on célèbre, dans la religion catholique, on célèbre les morts, donc pas tout le monde d'ailleurs. Mais en tout cas, on s'est dit, voilà, on va pas faire un podcast sur la mort, on aurait pu. On va plutôt faire sur ce qui peut y être lié, alors que la mort soit littérale et définitive ou figurative. Et ce qui va toujours souvent avec ça, en tout cas, c'est le deuil. Donc en fait, c'est ça dont on a voulu parler aujourd'hui. En tout cas, regarder un petit peu le deuil. C'est une expérience que tout le monde a vécu, vivra. De n'importe quelle façon, on va tous expérimenter, on l'a tous expérimenté, c'est à la fois personnel et c'est universel, et donc on voulait voir justement de quelle manière le deuil était dans la fiction, était mis en scène, il était utilisé pour raconter des histoires, pour raconter des personnages, et quelque part pour nous raconter nous-mêmes la façon dont on s'y confronte et dont on le vit, le lit, le regarde ou y joue. Donc voilà, donc c'était un peu le thème du jour, et on va attaquer, d'ailleurs, qui c'est qui va... Peut-être Benji, t'as envie d'avoir peut-être une réflexion déjà plus large en fait, sur le deuil, sans forcément commencer déjà par citer des œuvres, ce que ça t'inspire par exemple, ou la façon dont tu t'y confrontes quand tu le découvres dans n'importe quel type d'œuvre. Alors c'est vrai que le deuil... au plus loin que je me souvienne, dont j'ai été confronté dans les œuvres, c'est quelque chose dont je me retrouve très vite touché, en fait, parce que j'ai une appropriation de l'histoire et des personnages qui fait que je me projette, en fait, vis-à-vis de l'histoire, surtout si celle-ci me parle énormément. Et au point de me retrouver par moments complètement dévasté, je sais pas, par la mort d'un personnage ou ce genre de choses, alors que, étonnamment, quand je fais un parallèle à la vie dit réelle, j'ai moins cet aspect violent que je me prends en pleine poire. Et ça, j'avoue que c'est assez difficile de l'expliquer, mais malheureusement des décès, j'en ai eu dans ma famille, et c'est peut-être pas le genre de choses qui m'impactent directement, en fait. Comparé à dans des films, des séries, des machins, où t'as le temps de t'attacher à des personnages pendant X heures, sur lesquels tu regardes la série, sur lesquels tu joues, et on revient un peu à l'épisode précédent où on parle de la longévité des œuvres. Mais justement, tu vois, ce côté décès et autres, mon rapport au deuil vis-à-vis de ça est complètement différent entre la vie réelle et ce que je vis à travers une œuvre. A contrario, j'ai un rapport
avec le deuil vis-à-vis d'une relation et vis-à-vis de l'enfance qui, lui, est beaucoup plus impactant dans ma vie réelle, plus que je ne l'aurais vis-à-vis d'œuvres. Et donc, c'est des choses assez paradoxales, et que j'ai appris, moi, avec le temps, justement, à vouloir gérer, à vouloir comprendre mon fonctionnement vis-à-vis de l'acceptation du deuil, les fameuses, je sais plus, c'est 7 étapes du deuil. 5 étapes. Enfin, après, c'est pas forcément, enfin, il y en a 5, après, c'est pas forcément, c'est adaptatif, c'est pas une règle en soi, en fait. Mais effectivement, Bien sûr, souvent, on parle de ça, hein, dans les 5 étapes, le déni, la colère, ce qu'on appelle le marchandage, la dépression et l'acceptation. Mais après, voilà, c'est pas une règle en soi, et d'ailleurs, c'est pas utilisé tout le temps partout. Et donc il y a pas de truc là. Mais justement, quand tu parles de l'acceptation, t'as des œuvres comme ça qui marquantes où tu t'es fait la réflexion justement que ce soit un deuil d'une relation. Parce qu'on parle de deuil, c'est pas forcément la mort. Ça peut être de la mort d'une relation, ça peut être le passage à l'âge adulte, la mort de l'enfance, après la mort de quelqu'un. Il y a des œuvres comme ça qui te viennent à l'esprit ou en termes de relation par exemple, tu disais que tu étais moins accroché, ou même de la mort pas de personnages, mais la façon dont d'autres personnages vont les accepter, qui te viennent vraiment à l'esprit, qui t'ont marqué, où tu te dis, ben ouais, voilà, là c'est un truc dans lequel je peux me reconnaître, ou que ça me touche profondément, qu'est-ce que ça vient raconter de moi? Alors, pour ce qui est du deuil de la relation, je pense qu'on y reviendra un peu plus tard avec Clément. Yes. Mais pour ce qui est, par exemple, du deuil de l'enfance, tout de suite, moi, je peux penser à des œuvres comme Toy Story ou vice-versa de Pixar, qui me mettent à mal très très rapidement vis-à-vis du deuil de l'enfance en lui-même. Quand on voit Andy faire sa passation de jouets vis-à-vis du petit personnage qui est... j'ai perdu le nom de la petite dans Toy Story 3, ou même celui qui m'a fait l'un des derniers gros coups que j'ai reçu, le dernier gros uppercut que j'ai reçu, c'était sur Vice Versa, justement, où tu as cet ami imaginaire qui est Bing Bang, et qui se retrouve à rester dans les souvenirs oubliés pour pouvoir laisser le personnage principal avancer, en fait, et ne plus être accroché à tous ces souvenirs d'enfance qui la ralentissent, quoi. Et c'est un point de vue qui est intéressant, mais je le trouve un peu trop frontal, parce que malgré tout, je pense qu'on peut toujours avancer avec ses souvenirs d'enfance, je pense qu'on peut toujours avancer avec tout ça. Simplement, il faut savoir aussi s'en détacher, ne serait-ce qu'un minimum, mais ne pas les oublier, parce que ça peut nous servir par la suite pour aborder d'autres étapes du deuil que l'on peut vivre, d'autres deuils en général que l'on peut vivre. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, est assez important, et qui fait que j'en apprends encore tous les jours, et qui me pousse à en apprendre plus sur moi-même. Ça, je pense qu'on y reviendra et qu'on en discutera plus sereinement avec Clément dans des œuvres plus ciblées. Ben justement, en parlant de cibler des œuvres, on va aller voir avant que Clément vienne en parler avec toi. Anthony, toi justement, quand tu perçois le deuil alors de manière pour toi, mais après dans la fiction et tout ça, c'est quoi les choses qui t'ont marqué, à laquelle tu penses le plus rapidement, ou alors des types de deuil que tu aimes, en tout cas que tu trouves intéressant de voir traiter. Oui, parce que le deuil, on peut aimer ou pas, mais en fait quelque part c'est le deuil, on parlait des étapes et tout ça, donc faire des étapes, c'est avancer. Le deuil, c'est ça aussi, c'est avancer, c'est une sorte de voyage. Et toi, je sais que justement, c'est quelque chose que des œuvres en fait sur le deuil en tant que voyage qui te parlent aussi, ou du moins que tu trouves très intéressante de mettre en valeur. Ouais, tout à fait. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement au cinéma, enfin surtout au cinéma en fait, même dans les jeux vidéo en réalité. Il y a le deuil en fait, l'homme, on sait ce qui vient avec, hein, la tristesse, les pleurs, etc. C'est pas des choses que je trouve fondamentalement intéressantes. Ça donne toujours lieu à des scènes extrêmement pleines d'émotions, très touchantes. Mais c'est pas forcément les scènes le traitement du deuil le plus intéressant à mon sens. Le deuil, là où il présente un intérêt dans la fiction, c'est sur ce que ça dit de la personne et sur, on va dire, là où ça l'amène. Que ça soit dans l'acceptation, comme disait Benji, mais aussi la manière de se redécouvrir, de faire la paix en fait avec les choses qu'on oublie, les choses qu'on laisse partir, les personnes qu'on laisse partir, etc.
Et justement, il y a un film qui en parlait très bien, c'était il y a 2 ans, c'était en 2019, Ad Astra de James Gray. Alors, le deuil n'est pas... Il traite pas frontalement de deuil. Après, il parle plutôt de filiation, parce qu'on sait que c'est quand même son thème de prédilection. Et dans Ad Astra, du tout, dans ce film avec Brad Pitt, il emmenait son personnage dans l'espace. Il allait littéralement au bout de l'univers pour retrouver son père, ou en tout cas retrouver la trace de son père. Et on se rendait compte au fil du film que plus que de retrouver la personne, c'était un moyen aussi de lui faire comprendre qu'il devait lâcher prise et qu'il devait oublier ce souvenir de son père, ou en tout cas oublier ce modèle pour avancer, pour reconstruire sa vie et pour se redécouvrir. Et là où ce film était à mon sens très fort sur le thème du deuil, c'est qu'il l'abordait sous un angle fatalement très personnel, mais aussi sous cet angle où la personne en fait avance de manière inéluctable vers une réponse qu'il ne veut pas forcément entendre. Mais c'est justement ce voyage qui lui permet d'accepter ce qui va se passer avant le choc en fait. C'est peu à peu il sait ce qui va se passer, il sait que peut-être si on lui avait dit les choses 1 an plus tôt, il aurait craqué, il se serait foutu en l'air. Mais c'est le fait en fait d'aller de lui-même vers cette chose, d'apprendre peu à peu qui rend en fait l'information finale qu'il recherchait depuis le premier jour plus facile à accepter, ou en tout cas plus facile à surmonter. Et c'est les choses qu'on retrouve assez communément finalement dans le cinéma. Même vous parliez tout à l'heure des étapes du deuil, et je pense qu'il y a beaucoup de films, beaucoup de jeux vidéo, beaucoup de livres qui s'articulent autour de ces étapes, parfois qui vont utiliser juste un bout, comme là Ad Astra c'est essentiellement l'acceptation du deuil. Il y en a qui vont parler du déni, qui vont parler, et c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est la manière dont chaque œuvre va traiter on va dire un bout du deuil plutôt que la simple tristesse. Moi je trouve ça vachement intéressant ce que tu dis, parce que du coup on a un rapport au deuil et je viens de m'en rendre compte, mais on a un rapport au deuil où on peut faire un parallèle, alors de très loin, hein, je vais pas me permettre de mettre tout le monde dans le même panier, mais on a des étapes de deuil qui sont très similaires à la dépression en fait elle-même. C'est d'un joyeux ce podcast, c'est incroyable. Non, en fait, je vais m'expliquer. C'est simplement que du coup, tu as ce côté justement d'acceptation et de se prendre une grosse baffe avant de se dire bon, ok, là maintenant je vais avancer. Ouais, totalement. Et en fait, le deuil, c'est là où je fais le parallèle avec la dépression, c'est que on arrive à avancer et à se dire tiens, voilà, on va essayer d'aller plus loin à partir du moment où la personne a décidé de se dire ok, maintenant c'est bon, j'avance. Mais après, de toute manière, la dépression peut être une des étapes, elle n'est pas forcément obligatoire, mais ça peut être une des étapes elle-même du deuil. Et c'est vrai que, et d'ailleurs ça a été traité, mais d'ailleurs pour en revenir à ce qu'on disait du voyage, tu avais justement la série d'animation que j'avais conseillée au dernier podcast. Alors je retire le titre en anglais cette fois-ci parce que le titre japonais je vais pas l'avoir 2 fois bien. Donc A Place Further Than the Universe, parce que ça n'a pas été traduit en français, mais c'est disponible donc légalement sur Crunchyroll. Et donc c'est ça en fait la jeune fille en fait qui part à l'Antarctique, au pôle sud, sur les traces de sa mère qui a disparu. Bon, quelque part ça fait 3 ans, donc même si elle veut pas se l'avouer, en fait elle lui envoie toujours tout ce qu'elle lui écrit, en fait elle l'envoie par texto, en fait sur son mail, elle lui envoie des mails en disant j'ai fait ci, j'ai fait ça, maman. À chaque fois elle dit cher maman. Et sauf qu'en fait c'est pareil, c'est aller jusqu'à là-bas avec des amis qu'elle va se faire, donc découvrir pour se redécouvrir elle-même et accepter plus facilement en fait la perte. Et la scène où justement elle accepte finalement, c'est une scène d'une simplicité extrême, et en même temps je pense que c'est une des scènes les plus puissantes et belles que j'ai vues dans une série d'animation japonaise. Et justement, et c'est un truc qui est monté comme ça, et ça rejoint un peu ce que disait Anthony, et même dans les traitements, tu parlais Anthony des traitements différents. Il y a un film sur le deuil aussi qui se passe dans l'espace qui est fantastique et qui parle de l'acceptation mais d'une manière différente qu'Ad Astra. C'était le Gravity de Alfonso Cuarón qui était sorti en 2013 avec Sandra Bullock, donc on se rend compte qu'il a perdu sa fille, et en fait en subissant des épreuves à quelque part c'est une renaissance, et en fait il fait vraiment,
On pourra trouver la métaphore des fois trop appuyée chez Cuarón. Bon, ça reste quand même un super réalisateur. Mais même à la fin, quand elle atterrit, tout ça, qu'elle ressort de l'eau, c'est vraiment une renaissance, même d'elle-même. Il y a les positions fœtales, tout ça. Ouais. Donc ça, c'était il y a une grande imagerie, hein, c'est sûr. Mais c'était quand même un super bon film, pas mon préféré de Cuarón, mais c'était quand même un grand film. Mais qui parlait aussi de ça. Donc voilà, c'était utiliser l'espace d'une manière différente. Mais comme tu dis, voilà, et la dépression, ça a été utilisé récemment dans un film, il date de 2009. Si on prend, qui peut marquer par plein de côtés, mais qui est un film aussi sur la dépression et sur le deuil, c'est le Midsommar de Ari Aster, en fait, où le personnage joué par Florence Pugh a perdu sa famille, et en fait, avec son ami, ils partent faire ce trip-là, où ça va tourner un peu, ça va virer un peu à l'horrifique et à l'épouvante, dans cette espèce de communauté là, et perdue, mais elle, en fait, elle va faire un deuil par la folie, quelque part. C'est au niveau de la sanité, mais parce qu'elle est en dépression, et son ami qui dit bon bah tiens, on va te faire bouger et tout ça, qui est aussi d'ailleurs un peu toxique, hein, par certains côtés. Là aussi il y a encore une bonne sèche au patriarcat et tout ça, et à certains types de pensées. Mais là aussi en fait il traite la dépression et le deuil qui est lié d'une manière différente, et pour le coup avec la descente dans une certaine forme de folie, ou alors est-ce que la folie extrême c'est pas une forme de sanité, en tout cas ce qui lui permet elle de ne plus être déprimée. Donc voilà, c'était une autre manière de la mener, et qui était assez intéressante, et qui justement pouvait surprendre dans un film où on s'attendait pas forcément à ça. Donc voilà, c'est vraiment des chemins assez intéressants. Et je sais que Clément, toi justement avec Benji, vous parlez du côté aussi des relations, justement le deuil d'une relation, comment toi en fait, je pense pas ta vie personnelle, mais justement comment ça se fait, dis donc, le deuil amoureux, ça te parle autant, dis donc. Il paraît que tu as dit je veux le faire. Non mais voilà, justement le côté, c'est quelque chose qu'on trouve souvent un peu partout, que ce soit dans la littérature, même les jeux vidéo c'est arrivé, et aussi dans les séries, voire même les web-séries ou les courts-métrages, les métrages, enfin tout dans la fiction. Donc toi tu voulais nous parler d'un court-métrage, je crois, en particulier qui t'avait... Alors c'est même un peu plus qu'un court-métrage, alors je sais pas si on dit moyen-métrage, mais en gros ça fait 50 minutes, donc on est un peu entre le film long-métrage classique et le court. Mais en fait c'est en préparant le podcast, je me suis un peu interrogé sur le sujet du deuil et sur mon rapport au deuil, justement, un peu par rapport à ce qu'on a discuté depuis le début de l'émission. Et en fait, la partie du sujet qui me touchait le plus, et par la force des choses, c'était celle que j'avais le plus directement expérimentée, c'était le deuil amoureux. Et il se trouve que en toute fin d'année 2020, c'est sorti le 29 décembre 2020 sur YouTube, il y a eu donc ce moyen-métrage qui s'appelle Fantasme, qui est écrit, et je sais plus s'il a été complètement réalisé par Eleanor Coste, figure assez connue du YouTube français. Et en fait, ça parle de deuil amoureux, mais sous un angle assez particulier, parce que c'est plus que du deuil amoureux, c'est le deuil du fantasme amoureux, c'est-à-dire de la relation qui ne s'est en fait jamais réalisée, qui aurait pu se produire, mais qui, par la force des choses, ne s'est jamais faite. Et ça résonnait particulièrement avec mon expérience personnelle pour mille et une raisons. Et donc je voulais vous en parler un petit peu, parce que déjà ça nous permet d'élargir un petit peu le sujet à ce pan-là, mais en plus parce que le film en lui-même est vraiment brillamment écrit, ça c'est sûr, brillamment interprété, aucun doute non plus, par Audrey Pirot, dont on connaît un peu le nom si on traîne un peu sur YouTube aussi, Sébastien Chassagne et Adrien Méniel, autre nom connu. Et en fait, donc ça joue autour de la figure du fantasme, et ce que le film fait en termes de mise en scène, c'est qu'il matérialise littéralement le fantasme de la personnage principale, donc qui est jouée par Audrey Pirot, par un costume de cosmonaute. Et ça a du sens, puisque en fait le film s'ouvre sur une fête costumée où elle va rencontrer ce garçon qui est costumé en cosmonaute. Et en fait, toute la discussion qu'ils vont avoir par la suite, et au cours de laquelle leurs sentiments vont naître, va se faire avec lui déguisé en cosmonaute. Donc en fait, ça permet beaucoup plus tard dans le film de le représenter comme ça, et de montrer que ce fantasme, cette relation qui aurait pu naître, qui aurait pu se produire, l'accompagne toujours, en fait. Elle est toujours derrière, donc c'est... je me souviens plus du prénom du personnage principal, mais c'est pas grave, donc on va dire Audrey Pirot. Donc ce cosmonaute, donc avec la visière refermée par contre, évidemment, pour qu'on voit pas de visage, pour bien montrer que ce fantasme-là est plus humain, en universel. Fait. Déjà, ça permet de le rendre universel, mais en plus, ça permet de lui donner aucune consistance, en fait. C'était pour bel et bien le renvoyer à cet état-là de fantasme. Et donc, il est tout le temps présent dans sa vie, il la suit à peu près partout, et le moment où justement elle réalise que ça se fera jamais et qu'il faut passer à autre chose, et qu'il y a cet autre type qui est super cool et avec qui ce serait peut-être pas mal de faire un bout de chemin, ce moment-là il se traduit par
le premier contact direct en fait entre elle et son fantasme. Elle se retourne, elle le fixe et elle lui dit maintenant on va s'arrêter là, quoi. Alors qu'elle est la seule à parler, mais c'est extrêmement puissant et ça dure très longtemps en fait. C'est-à-dire que c'est pendant des années, pendant presque 3 ou 4 ans, elle l'a toujours en tête et elle s'interdit d'avancer dans sa vie vis-à-vis de tout ça. Et il fallait qu'à un moment la libération se produise, que la prise de conscience se fasse. Ça recoupe ce qu'on a dit un peu plus tôt sur il faut vraiment qu'il y ait le déclic en fait chez la personne pour qu'on se rende compte des choses et qu'on accepte que il faut abandonner cette partie-là de sa vie, cette espèce d'étoile qu'on suivait depuis des années en se disant c'est bon, un jour ça va se faire, pour se dire qu'en fait il y a toute une autre vie devant soi et que c'est le moment de le faire. Et donc en 50 minutes, ce moyen métrage, il te fracasse la tête, quoi. Il te dit tout dans une sincérité désarmante, parce que ça c'est la patte d'Eleanor Cost, hein, de dire les choses comme elles sont sans prendre de gants, parce que il y a sûrement que comme ça finalement que ça nous aide à vraiment comprendre ce qui nous arrive, à comprendre les choses. Donc c'est un petit bijou. Vraiment c'est un film extraordinaire, et le fait que ce soit gratuit sur YouTube comme ça, disponible pour tout le monde, c'est vraiment un truc incroyable, quoi. Bah, c'est là où moi quand tu m'en as parlé, alors je sais plus si je l'attendais ou c'est toi qui m'en avais parlé. Non, il me semble que c'était toi qui m'en avais parlé. Possible. Je sais que j'étais pas dans une des plus fun périodes de ma vie, et malgré tout, et avec du recul aujourd'hui, il est clair que je me le suis pris telle une grosse claque dans le coin de la face, mais avec du recul, ça a été quand même une sacrée thérapie en même temps, parce que ça m'a permis aussi de mettre d'imager certaines choses que je n'arrivais pas à voir, et d'imager certains aspects de ma vie vis-à-vis de ça, et du fait de se dire bon, vas-y, c'est bon, on avance, on se laisse là et on avance, quoi. Et ça aussi, c'est une étape du deuil qui est très compliquée et qui peut être très très difficile et en même temps douloureux d'accès, parce que c'est une acceptation de soit quelque chose qui ne se fera pas, soit quelque chose qui ne se fera plus, soit une personne que l'on ne verra plus, etc. Et malgré tout ça, on est sur l'attachement humain, et fatalement, c'est très très compliqué derrière de pouvoir réussir à passer à autre chose. Mais en fait, justement, ce que tu dis, qui est une chose qui est souvent traitée aussi dans ces œuvres-là et qui fait partie, c'est que justement, quand t'es en phase de deuil, que t'as aussi il y a l'envie d'avancer, mais il y a des fois aussi une espèce d'effet d'enfermement qui apparaît, parce que justement, tu ressasses, ou parce que tu es dans le déni et tout ça, et ça a été traité, et en réfléchissant la dernière fois, c'était pas la dernière fois, d'ailleurs, c'était il y a pas si longtemps qu'on préparait le podcast, il y a un réalisateur comme ça où je me suis dit, mais oui, mais lui il le fait. J'ai pris juste 2 exemples de 2 films, mais pas trop récents, hein, pour pas trop spoiler. C'est Nolan, par exemple. Quand on réfléchit à Inception, finalement, c'est le personnage de DiCaprio, il va dans l'esprit des autres, mais en fait il amène toujours sa femme qui est défunte, et quelque part il est enfermé dans son propre idée de sa femme qui est là. Et l'enfermement est même traduit par cette fameuse toupie qui tourne, et on sait est-ce qu'elle s'est arrêtée ou pas, et donc est-ce qu'il est dans ses propres pensées ou pas, et donc cette espèce d'enfermement qui existait déjà dans un des premiers films de Nolan, qui était Memento, où Memento c'est ça en fait, le perso joué par Guy Pearce, donc Memento date de 2000, hein, par Guy Pearce en fait est amnésique, au bout de 10 minutes il oublie tout, il sait que sa femme est assassinée, et donc il traque le tueur de sa femme, et le film en fait est fait à rebours, c'est-à-dire que la dernière scène du film c'est la première en fait, enfin plutôt l'inverse, la première scène du film c'est la dernière. Et donc en fait il tue quelqu'un, et quand plus le film avance, et donc plus on retranscrit ce qu'il y a, plus on voit qu'il est manipulé, tout ça, et sa femme, et en fait il est dans le souvenir de sa femme, il a mixé, il s'est créé sa propre histoire parce que c'est son seul but à vivre en fait, c'est de penser à cette femme là dont il fera pas le deuil. Alors après il a une condition particulière, et on se rend compte à la fin que le gars qui a tué sa femme, il a déjà eu la vengeance, mais il n'a pas eu la vengeance ça n'a rien réglé ni quoi que ce soit, et comme il est incapable d'avancer, il s'est fait manipulé aussi par le flic qui l'accompagnait, qui est une espèce de ripou joué par Joe Pantoliano, qui fait toujours bien les ripoux. Mais en même temps, on se rend compte à la fin du film que lui-même va se créer en fait une nouvelle traque en disant mais non, c'est lui le tueur. Il se tatoue des données pour justement perpétuer ce truc-là. Et il y a ce côté-là d'enfermement, ou de toujours faire la même chose, parce qu'en fait il est incapable de dépasser. Alors lui il a un cas particulier, hein, mais c'est comme DiCaprio dans Inception, il est incapable de dépasser en fait
cette étape-là, et donc il est pris dans ce cycle-là, et pour le coup c'est un voyage, mais il tourne en rond, il tourne en boucle, il va pas jusqu'au bout du voyage, et ça me fait penser à un autre film, mais je voudrais qui est sur le deuil, qui est fantastique, et je vais juste le citer et pas raconter plus, parce que il faut le voir sans connaître le résumé, sans quoi que ce soit. C'est Le Triangle de Christopher Smith, qui est une série B, qui est fantastique et qui parle en fait, qui se présente comme un slasher, mais qui parle en fait de deuil et de refus de l'acceptation aussi du deuil. Et voilà, et je peux pas en dire plus, mais si vous pouvez voir ce film-là sans lire le résumé ni quoi que ce soit, allez-y, c'est probablement un des films, en termes d'écriture, c'est un des trucs les plus brillants dans ce genre-là que j'ai vu, et c'est super intéressant, mais je peux pas en dire plus, mais en tout cas voilà, cette espèce d'enfermement, parce que voilà, c'est ça qui est intéressant aussi dans certaines œuvres, je sais pas si vous avez des exemples en tête. J'en ai un, je peux enchaîner juste après. Ben justement, je veux de cette espèce d'enfermement ou de fait justement d'œuvres qui traitent des deuils qui ne vont pas jusqu'au bout en fait de la personne qui est incapable de le dépasser ou qui refuse consciemment de le dépasser. Bah ouais, j'en ai un qui est particulièrement flagrant là. Au vu de tout ce que tu as raconté, ça fait écho à peu près tout. Je vais reparler d'un jeu qui s'appelle Mother, de son 3e épisode, donc Mother 3. Les plus fidèles d'entre vous savent un peu ce que c'est, puisque c'était le sujet de ma première vidéo Reflecto qui est sortie sur le site de Podculture il y a un peu plus d'1 an maintenant. La série Mother, donc qui est très connue chez nous, surtout pour sa deuxième itération qui s'appelle Earthbound en Occident, donc qui met en scène le personnage de Ness. Donc voilà, ça reste une série de niche de Nintendo, mais les plus aguerris d'entre vous le connaissent. Et en fait, dans Mother 3, on a le sujet du deuil qui est en filigrane, parce que le jeu s'ouvre quand même sur le... Alors attention, gros spoil, hein, évidemment, mais ça fait déjà 1 an que j'en ai parlé, il faudrait se mettre à jour depuis. Le jeu s'ouvre en fait sur le décès d'une mère de famille, la mère du héros, donc qui est le personnage de Lucas. Mais dans cette famille, il y a aussi un père qui s'appelle Flint et un jumeau de Lucas qui s'appelle Klaus. Et il se trouve, attention, deuxième spoiler, si vous n'êtes pas parti la première fois, repartez maintenant. Il se trouve que le frère jumeau de Lucas, donc Klaus, est porté disparu aussi dès le début du jeu, vers la fin du 1er chapitre. Donc en fait, on a un double deuil qui tombe sur la tête de cette famille, et donc tu as le personnage de Lucas qui est le personnage qui est joué par le joueur ou la joueuse, qui lui est un personnage muet. Donc en fait, on sait jamais trop ce qu'il ressent tout au long du jeu, on le sait par des moyens détournés. Mais du coup, le personnage qui va encaisser de plein fouet ce double deuil, en fait, c'est le père, c'est Flint. Et en fait, on va le retrouver de part et d'autre du jeu, dans certains moments clés, où en fait, on se rend compte que toute sa vie, depuis ce double drame, en fait, il ne va faire que rechercher son fils, en fait, Klaus, parce qu'il supporte pas d'avoir perdu sa femme, il supporte encore moins d'avoir perdu son fils, mais la seule manière qu'il a d'exister, c'est de chercher son fils envers et contre tout. Au point d'oublier son premier fils en fait, parce que finalement Lucas il va être complètement laissé à l'abandon vis-à-vis de tout ça, et c'est pas le thème principal du jeu, mais en fait à travers les actes de Flint et la manière dont sa psyché se dégrade, mais vraiment de manière visible tout au long du jeu, tu te rends compte qu'en fait c'est quelqu'un qui est complètement enfermé dans son deuil, qui n'arrive pas à aller au-delà, qui s'est donné pour seule raison de vivre, de retrouver son autre fils. Et en fait, à la toute fin du jeu, il y a une discussion qui t'arrache la tête avec Flint, justement, parce que c'est le moment où il se rend compte qu'en fait, il avait aussi Lucas, et que en partant, en laissant sa maison, en laissant tout, il a oublié qu'il avait un autre fils. Et donc, il y a ces phrases-là, ces échanges-là qui arrivent à la fin du jeu, alors que tu te rends compte que Flint, il est cadavérique, il est dans un état catastrophique, te dis, waouh, ça fait des dégâts énormes en fait le deuil, et c'est hyper important en fait d'apprendre à s'en sortir, de réussir à s'en sortir, de trouver une manière de surmonter ça, peu importe le moyen en fait, mais c'est tellement destructeur qu'en fait il y a pas d'autre choix que d'aller de l'avant, quoi. Mais on parle toujours du deuil comme de toutes les choses à surmonter, oui forcément nécessairement, mais il y avait un jeu qui parlait beaucoup si on continue sur les jeux vidéo, il y en a un qui en parlait beaucoup comme de tes choses avec lequel il faut vivre malgré tout, même si on peut pas te surmonter. C'est un jeu qui a été édité par Arte, la chaîne, il s'appelle Enterre-moi mon amour, qui est un jeu un petit peu particulier, qui se présente en fait comme une conversation sur une messagerie type WhatsApp,
qui est sorti en 2017, mais qui adaptait en fait un article, qui s'inspirait en tout cas d'un article, un formidable article de presse qui avait été sorti par Le Monde en 2015, où une femme quittait sa Syrie natale en pleine guerre civile et qui tentait de rejoindre l'Europe, et pendant tout son périple, en fait, elle avait transmis des messages WhatsApp à des journalistes dont elle avait le contact en Europe, mais aussi des messages à sa famille. Alors c'est un jeu qui m'a nécessairement énormément touché, puisque comme vous le savez peut-être, je suis à moitié syrien, et c'est forcément ce conflit-là et l'histoire de la Syrie me touche nécessairement. Et c'est un jeu vidéo qui parlait de deuil, mais à plusieurs niveaux. Il y avait d'ailleurs d'abord le deuil de choses, comment dire, une sorte de deuil qui nous est interdit, puisque pendant son voyage, elle quittait en fait la Syrie, elle laissait derrière elle son mari, et pendant son voyage, il y avait des fois où elle ne savait pas du tout où était sa famille, elle n'avait pas de contact avec sa famille, et potentiellement des personnes étaient décédées, elle apprenait des histoires de bombardements, d'attentats, etc. là-bas. Et donc c'est un deuil qui lui est interdit, puisqu'elle ne sait pas ce qui s'est passé, elle ne saura peut-être jamais ce qui s'est passé à ce moment-là. Il y a le deuil aussi de sa ville, de sa vie, de son pays, de ses amis, de son entourage, parce qu'à un moment donné, pour des raisons de survie, il s'agit de prendre la décision de tout lâcher et de partir le plus loin possible. Et donc ce qui m'intéressait en fait dans ce jeu, au-delà de s'y raconter sur cette situation absolument terrible, un jeu d'ailleurs que tout le monde devrait jouer, hein, au-delà des qualités du jeu en lui-même, je pense, ça offre un éclairage extrêmement important sur ce qui peut pousser des personnes de manière très rationnelle. On se dit, tiens, pour toi, des gens vont aller sur un canot là, sur la Méditerranée, où ils n'ont quasiment aucune chance de survie. Mais le jeu explique très bien pourquoi on est poussé à faire ce genre de choses. Donc c'est un jeu qui, à mon sens, est extrêmement important pour ces données-là, mais sur le deuil spécifiquement, il me semble intéressant parce que justement, il aborde ce deuil sous une forme de fatalité, pas quelque chose dont on va pouvoir se défaire, pas quelque chose que on va pouvoir surmonter, vraiment quelque chose qui va nous suivre jusqu'au bout et avec lequel on va devoir vivre. Et c'est quelque chose, je pense, qui est assez rare finalement dans les œuvres de fiction, et c'est pareil pour la dépression d'ailleurs, parce que c'est des choses qu'on montre toujours comme comment dire, des étapes, des choses à surmonter, à oublier, faut trouver des solutions, etc. Alors que pour beaucoup de monde, malheureusement, le deuil fait partie intégrante de la vie et du quotidien. Et en ce sens, c'est là que ce type d'histoire me touche moi plus personnellement, parce que j'ai du mal en fait à voir le deuil comme quelque chose dont on peut se défaire, parce que même si on va réussir à vivre, on va dire, sans y penser, le deuil reste toujours il reste toujours présent, hein. On va toujours avoir des raisons de regretter des choses, on va se souvenir de personnes qui sont parties, de lieux qu'on a quittés pour X raisons. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en fait j'apprécie cette manière de parler du deuil. Mais ouais, mais justement, ça fait partie de ce qu'on disait de l'acceptation. L'acceptation, en fait, ça veut pas dire dépasser. En fait, de toute manière, c'est comme toute chose qui arrive dans notre vie. En fait, ça nous arrive. Donc, en fait, il faut les intégrer, comme tu dis, vivre avec. Et ça veut pas dire qu'il faut c'est le réflexe qu'on a souvent, en fait, je pense. On veut, en fait, les éliminer, les faire disparaître. Mais non, puisqu'en fait, c'est ça qui nous construit. Et donc, l'acceptation, c'est ça. L'acceptation, c'est pas, même le dépasser, c'est une façon, on peut le dépasser, mais c'est pas une obligation en soi, puis c'est tout à fait, je pense que c'est tout à fait personnel, et il y a d'autres œuvres, c'est vrai, qui parlent de ça, et justement, qui montrent que ben oui, l'acceptation, c'est aussi dire, ben voilà, oui, je ne vais pas bien, ou c'est par vague, et l'accepter, et dire, voilà, en fait, dire, voilà, je le reconnais, en fait, c'est ça, c'est dépasser le déni de dire, ben oui, en fait, je vis ça, et ça veut pas dire que la dépression, c'est ça aussi, quand on fait, alors, Dieu merci, je suis pas là-dedans, mais moi, il m'arrive d'avoir des épisodes chroniques
ma vie n'est pas spécialement importante, et ben c'est de savoir, et c'est chanceux hein, de pas être tout le temps dedans, mais de dire ben oui ben voilà, et ben c'est comme ça fait partie de moi maintenant, j'ai d'autres problèmes de santé, je sais qu'ils font partie de moi, je pourrais pas tous les dépasser, ma vie est un peu différente, mais c'est ma vie et ils sont avec moi, et donc le deuil, et c'est faire un deuil aussi de certaines choses. Dans le cas précédent, ben plus pouvoir faire des activités physiques comme je voudrais et tout ça, ne pensez pas à des choses crasse-pec, bande de petits coquins, mais non, voilà, et c'est vrai que c'est très important en fait aussi, comme tu dis, Anthony, qui est ces œuvres-là qui nous montrent que c'est bien en fait qu'il y ait des happy end ou ce qu'on veut, mais c'est bien aussi qu'il y ait des œuvres qui viennent et des œuvres, et puis après dans la vie de tous les jours, mais là on parle de la fiction, qui viennent faire cette réflexion, je parle réflexion en termes de miroir, hein, d'image, de dire, ben voilà, c'est une grande phrase classique qu'on a entendue partout, mais là je m'en souviens c'était dans Before the Storm, le préquel de Life is Strange, qui parle de deuil d'ailleurs. Et un des personnages dit à Chloé Price qui a perdu son père, il lui dit mais tu sais en fait c'est ok de pas être ok. Tu as le droit en fait tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de pas aller bien en fait, et tu as surtout le droit, et même parfois le devoir c'est un grand mot, mais de le dire. Et d'ailleurs Life is Strange c'était un jeu, même le premier, et ça rencontre beaucoup sur les joueurs et sur les joueuses en fait. C'est un jeu sur le deuil. Max quand elle revient en fait c'est le deuil de son amitié avec Chloé. Elle revit son amitié avec cette fille-là mais qui est une mort en suspens, et tout le jeu dans le premier jeu t'explique que quoi qu'il arrive, elle aura beau à chaque fois essayer de... C'est comme l'épisode de Lost avec Desmond et Charlie, en fait, parce que je sais que j'adore Benji, Lost. Il y a une espèce de fatalité, et que tôt ou tard, Chloé, en fait, elle est vouée, tu parlais de fatalité, à mourir. Et en fait, c'est comment Max, elle va revivre ça quelque part. C'est d'ailleurs un dernier adieu à sa meilleure amie, et en fait, c'est un deuil par anticipation quelque part. Et le joueur ou la joueuse peut choisir de dire, non, moi je vais aller contre la fatalité, et dans ce cas-là, ça sera la ville qui va exploser, et dans d'autres jeux plus tard, on va voir l'écho de ça et d'autres personnes qui font le deuil, donc c'est un truc décalé. Mais le jeu, si on choisit la fin, c'est pas qu'on sacrifie Chloé, en fait, c'est qu'on laisse les choses se passer. Et quelque part, c'est ça, en fait, on a vécu un deuil, mais avant de faire le choix, et c'est accepter aussi, et de dire, ben voilà, ça fait partie de ça. Et voilà, et l'acceptation n'est pas joyeuse, et c'est pas, mais comme tu dis, ça construit une personne, et c'est quelque chose qu'on trouve dans, voilà, que ce soit au niveau des relations, au niveau des morts, et comme tu dis, au niveau des pays, parce que voilà, le deuil d'un pays, il y a eu des œuvres aussi sur l'exil, c'est quelque chose de super important. Alors j'ai pas de titre qui me vient à la mémoire, mais il y a eu des grands exilés, tout ça, qui ont parlé de ça, et c'est pareil, ou des époques. J'avais en mémoire, par exemple, c'est pas tant le sujet principal, mais si on prend le Vicomte de Bragelonne, donc qui est paru dans les années 1850, qui est un peu la conclusion des aventures des Trois Mousquetaires. En fait, Dumas fait le deuil d'une époque, à savoir l'époque des gentilshommes qui se battaient avec le roi, tout ça, et avec l'arrivée des courtisans. Et dans ce roman-là, il y a 2500, il y a 3 tomes, donc 2500 pages. Progressivement, en fait, les mousquetaires qu'on connaissait, déjà ils sont vieux, et ils passent vraiment au second plan, et ils nous montrent ce deuil-là, et même les personnages en eux-mêmes se rendent compte voilà, D'Artagnan, il essaie de faire un truc, une action d'éclat comme il aurait fait 50 ans plus tôt, et tout le monde s'en fout, en fait, et même il fout le bordel, parce que c'est ça, c'est la fin d'une époque, et ça aussi, c'est assez intéressant de voir le traitement de comment une époque, en fait, peut, ou des vies, ou des lieux, justement, peuvent disparaître. Il y a des films sur des maisons aussi, qui revendre la maison, tout ça, j'ai pas en tête, mais c'est vraiment très intéressant, et je pense que tu as raison, Tony, de dire que c'est bien, justement, des œuvres qui n'hésitent pas de dire que voilà, oui, on vivra avec, et sans forcément faire des leçons de vie, c'est juste faire des constats qui permettent, nous, après, d'en tirer ce qu'on veut, parce que c'est ça, en fait, en général, les meilleures œuvres, c'est pas celles qui nous font la leçon, c'est celles qui proposent une idée, qui proposent une image, qui proposent des sensations, et après, à nous d'en tirer les leçons qui nous correspondent pour nous, et c'est comme ça, après, qu'on en parle. Je sais que tu voulais rebondir sur le sujet, Clément, donc je te laisse, je te passe le relais. Ouais. Je disais, ouais, sans tomber dans l'excès qui serait de subir cette espèce d'injonction au bonheur, d'injonction à aller mieux, qui est plus délétère qu'autre chose la plupart du temps. Je crois que c'est quand même important de montrer que on s'en sort de tout ça. Alors ça passe pas forcément par le fait de complètement mettre de côté le deuil, l'oublier complètement en mode happy end, il s'est rien passé, tout va bien, mais de montrer le processus aussi des gens qui vont mieux petit à petit en acceptant ce qui leur est arrivé. Je crois que c'est encore plus important, alors j'en sais rien en fait, mais je me dis c'est au moins autant important que de montrer que ce qu'on ressent à l'instant où on est dans le deuil, c'est valide et c'est respectable. Enfin, je sais pas trop comment le dire, mais j'espère que vous saisissez l'idée. Et parce que ça me fait penser à un film qui s'appelle Démolition de Jean-Marc Vallée,
où Jake Gyllenhaal joue le rôle principal, où en fait on parle de deuil aussi, puisqu'il subit dès le début du film un accident de voiture où sa femme décède. Et en fait, le film s'appelle Démolition parce que tout le film est centré autour de l'idée de déconstruction, de démolition de sa vie actuelle, où tout le renvoie à sa femme, plus ou moins. Et donc, il se déconstruit, lui, dans sa tête, et il démolit littéralement sa maison, son bureau, pour dire que c'est sa façon à lui d'avancer, en fait, de faire table rase de ce passé-là, et de se dire que, comme il faut tout reconstruire, bah, ça donnera un sens à sa vie. Et en fait, dans la pluralité des œuvres qui parlent du deuil, tu as une pluralité de personnes qui le vivent chacun différemment. Et c'est autant de modèles pour les gens qui sont confrontés à des situations comme ça, et ça leur permet de se dire on a chacune notre façon à nous de gérer ça. Et plus il y a de représentation de tout ça, plus il y a plus il y a l'idée qui se développe que il n'y a pas de recette miracle, qu'il n'y a pas d'injonction à aller mieux à tel moment, qu'il faut que ça dure tant de temps que ça. C'est vraiment un processus, et donc ce processus-là, plus on le représente, en tout cas plus ça donne de pistes à chacun pour se représenter, pour se projeter. C'est exactement ça. Et je trouve que c'est super important, justement, ces œuvres en général, parce qu'ils nous amènent derrière à, vu la pluralité des adaptations vis-à-vis de deuil, on y revient un peu, mais à la dépression, etc. Et les raisons du deuil, toutes ces pluralités-là nous permettent tout à chacun d'y trouver peu à peu des petites choses qui, derrière, vont nous permettre d'avancer, vont nous permettre de nous reconstruire, parce que c'est aussi ça, le deuil, c'est la reconstruction, comme tu le disais à l'instant avec le film Démolition. C'est peut-être pas faire table rase d'absolument tout, parce qu'il faut quand même réussir à garder certaines bases qui font de toi la personne que tu es, mais apprendre à se reconstruire petit à petit, mais cette fois avec des bases peut-être plus solides, pour éviter de vaciller par la suite vis-à-vis d'une nouvelle confrontation face à un nouveau deuil. Chaque deuil est différent, chaque moment de vie sont différents pour chacun, mais c'est surtout que l'important qu'il y a à retenir, c'est que peu importe le temps que vous allez prendre, peu importe le temps que vous allez avoir besoin pour pouvoir vous reconstruire, pour pouvoir rebondir vis-à-vis de tout ça, l'important, c'est avant tout vous, en fait. Et c'est votre santé mentale, c'est votre santé vis-à-vis du deuil que vous vivez au moment T. Et il y avait un film qui représentait très très bien ça, et qui est sorti en 2015, qui s'appelle The Sea of Trees, par Gus Van Sant, qui a fait un four au possible au box-office, et la presse l'a assassiné, et j'ai absolument pas compris pourquoi. Donc qui a été renommé en France par Nos Souvenirs, qui raconte l'histoire. Il y a un très bon blog qui s'appelle La Tentation Culturelle qui a dit beaucoup de bien de ce film. Allez découvrir l'article sur la Tentation Culturelle. Et donc qui est avec Matthew McConaughey, Naomi Watts et Ken Watanabe, et qui raconte en fait l'histoire de Matthew McConaughey qui a du mal à faire le deuil de sa relation avec son ex-femme, et qui va pour aller dans la forêt d'Aokigahara, qui est connue et reconnue au Japon comme étant la forêt où les personnes se suicident. Et en fait, il va se passer que le suicide ne va pas avoir lieu parce qu'il va y avoir X raisons durant ce périple, durant ce chemin de vie auquel le personnage principal va être confronté. Et c'est une très très belle métaphore moi quand j'ai vu le film, j'ai été extrêmement touché, parce que j'ai eu des moments très difficiles au moment où j'ai vu le film, en 2015. Je l'ai vu en 2016 du coup, mais j'ai eu ces moments de vie assez compliqués où la question du suicide, du deuil, etc. était omniprésent dans ma vie. Et de ce fait, moi j'ai été extrêmement touché par ce film qui justement m'a permis derrière, en plus de me parler énormément, m'a permis d'en apprendre plus aussi sur l'acceptation de certaines étapes de la vie. Et on y revient, c'est encore une fois cette acceptation du deuil d'une relation qui
qui, moi, je sais, peut me faire défaut. Autant l'acceptation d'un deuil via le décès ou quelque chose comme ça, j'ai peut-être plus de facilité à le gérer émotionnellement parlant. Mais pour ce qui est du deuil d'une relation, aussi bien amicale qu'amoureuse, j'ai beaucoup plus de mal parce que je m'investis beaucoup plus émotionnellement parlant, dans ce genre de relation-là. Ouais, mais je crois que c'est bien aussi, ça montre toute la diversité et toutes les, voilà, c'est tout ça, le paradoxe qui est toujours intéressant, j'allais dire amusant, je sais pas si amusant c'est le terme, mais en tout cas intéressant, qui est que justement, que c'est un thème vraiment, enfin, le deuil est souvent lié à la mort, comme j'ai dit, que ce soit littéral ou plus figuré, et c'est un des grands thèmes, enfin, je veux dire, c'est pas, voilà, la mort, l'amour, la vie, c'est universel. C'est universel et c'est les grands thèmes, on peut commencer le deuil, en préparant le podcast, je disais à Anthony, si on prend les mythes et légendes qui sont une manière aux hommes de se raconter, en fait, de se raconter, de s'expliquer les choses. Tu prends Orphée Eurydice, c'est quelqu'un qui est incapable de faire le deuil de sa bien-aimée, qui va jusque dans les enfers pour la récupérer, et parce qu'il n'est pas sûr de lui, qu'il a tellement peur de la perdre, qu'en voulant se retourner pour être sûr qu'elle est bien là, il la repère. Et parce qu'en fait, et après il ne pourra plus la voir, et quelque part, il faut accepter ça, qu'elle soit partie. Et d'ailleurs, c'est des thèmes, c'est des mythes qu'on peut retrouver même maintenant dans la pop culture. Tu prends Anakin Skywalker, c'est tout bête, dans Star Wars, en fait, c'est parce qu'il est incapable de faire un double deuil, à la fois sa mère et après sa femme, avec qui il a une relation un peu toxique, quand même, il faut dire ce qui est, hein. Mais justement parce qu'il a été incapable de faire le premier deuil, et en fait tous les saloperies qu'il va faire, et il a encore plus développé maintenant dans les comics qui sont sortis et tout ça, même Darth Vader, c'est un mec qui est incapable de faire le deuil de sa femme, et c'est juste parce qu'il va pouvoir y retrouver cette infime part là dans son fils, que finalement il va y arriver à la faire, mais c'est même pas tant pour son fils, c'est par rapport à un deuil qu'il n'arrive pas à faire en fait, et on peut le trouver partout, et il y a plein d'œuvres qui parlent aussi justement et qui est intéressant, tu parlais d'acceptation, et des fois qui montrent aussi la non-acceptation. Je pensais par exemple, j'avais quoi comme œuvre, je me suis noté, par exemple tu prends ou alors tu vas devoir après t'y confronter et le dépasser, par exemple tu as Full Metal Alchemist, donc manga, ça a été aussi un animé après dans les années 2005, et puis ils ont fait Brotherhood. Tout départ, les deux frangins en fait, donc Edward et Alphonse, en fait leur mère meurt, et en fait ils vont créer, et même dans cette série là ils créent des homonculus, en fait la plupart c'est parce qu'il y a des gens qui ont voulu recréer quelqu'un qui est mort, et c'est le mythe de Frankenstein aussi. Alors pas Frankenstein, je parle du film de Kenneth Branagh, il était plus, on va dire, encore plus romantique, c'est une adaptation de Mary Shelley, où il crée donc le monstre de Frankenstein, mais après le monstre va tuer sa bien-aimée, et donc le docteur Frankenstein va vouloir la recréer, sauf qu'en fait c'est plus la même, et derrière elle va finir par se suicider, la femme, parce qu'elle se reconnaît plus. Et c'est pareil, c'est créer le monstre, et après c'est de dépasser le monstre en soi, c'est pas une mauvaise chose, c'est une manière aussi après de le dépasser, pas forcément pour que tout aille bien, mais pour se confronter, en fait, c'est la part d'ombre qu'on a chez nous, et c'est ça aussi, c'est se confronter à ces parts d'ombre-là, et c'est bien qu'elle existe. Si on n'avait pas d'ombre, on aurait du mal à se voir, en fait, à se voir au soleil, on se dirait, mais tiens, elle est où mon ombre? Mais par exemple, j'avais récemment, un super roman adapté aussi en film de Patrick Ness qui s'appelle A Monster Calls, donc c'était traduit par Quelques minutes avant minuit, où c'est un petit enfant, en fait, qui va faire le deuil, parce que sa mère va mourir, donc en fait, il anticipe là aussi, il va faire le deuil par l'imaginaire, par se raconter des histoires, par expliquer aussi quelque part que oui, il va accepter, et c'est pas pour ça que ça en sera moins triste ou pas. Le film d'ailleurs me fait pleurer à chaque fois que je le revois, mais il est incroyable. Il est incroyable, et le roman est encore plus magnifique. Et d'ailleurs le roman avait été écrit par Patrick Ness sur une idée originale d'une auteure, en fait. Alors j'espère que je vais pas dire son nom mal, parce que alors je crois que c'est du irlandais ou quelque chose comme ça, c'est Siobhan Dowd. Et en fait, qui avait un cancer, et c'est elle qui avait soumis l'idée, et justement, il a écrit le bouquin, et je crois que le bouquin est sorti après qu'elle soit décédée. Et ça aussi, c'est intéressant d'avoir c'est une chose que j'aime bien aussi dans certaines œuvres, c'est des œuvres aussi qui parlent de faire le deuil avant que les choses se passent, quelque part aussi, se préparer, ou accepter les choses, et toujours dans ce sens-là, en fait, de se dire, ça fait partie intégrante de ce qui va se passer, et donc il y a plein d'œuvres comme ça. On parle de jeux vidéo, je vais pas en faire des tonnes mais il y a une série qui s'appelle Blackwell, malheureusement c'est pas traduit en français encore, c'est une série d'aventure point and click, et le personnage qu'on joue, en fait, c'est une jeune femme qui est une sorte de médium, et avec l'aide d'un fantôme, elle aide les gens à passer, en fait, dans l'autre monde, parce que certains fantômes ne savent même pas qu'ils sont morts. Et donc c'est aussi de nous questionner sur notre propre mortalité, parce que finalement le deuil qu'on fait, c'est alors ça peut être la mortalité d'une relation, de quelque chose, de ce qu'on veut, en fait, d'un pays,
après la mortalité plus littérale. Mais c'est ça aussi, c'est que les choses sont éphémères et c'est comment les accepter et comment se dire, comment en profiter et vivre aussi avec, soit en bien ou en mal. Donc c'est assez intéressant d'avoir de toute façon, c'est des thèmes vraiment qu'on retrouve c'est vraiment des moteurs de création parce qu'à chaque fois on veut raconter les choses et on veut s'expliquer les choses d'abord à soi et après comment les autres le ressentiront. C'est vrai qu'on pourrait aussi parler de sixième sens, qui est beaucoup dans cet aspect-là d'acceptation du deuil, qu'il soit mortel ou qu'il soit d'une relation d'ailleurs. Parce que pour le coup, le film parle des deux. Oups, spoiler. C'est le film le plus spoilé de l'histoire, je pense. Il y a prescription maintenant. Ouais. Bon. Non, mais juste ce que tu disais, Denis, sur Orphée et Eurydice, ça me rappelait un peu, juste une petite référence, ça m'a rappelé WandaVision récemment, où on était un peu dans cette idée-là, où là, spoiler aussi. On est quasiment dans la traversée des enfers, ou en tout cas quasiment un pacte avec le diable, hein, pour retrouver justement l'être aimé qui est mort assez brutalement, hein, dans un film précédent. Et là, on est pleinement dans l'idée en fait de déni, de refus de ce qui se passe, et ce qui va en découler, hein. C'est de se faire des histoires, s'imaginer des choses qui n'auront pas lieu et qui n'ont pas lieu. Ça m'a fait penser à ça en fait. Je pense que ça fait partie des inspirations de la série, ce mythe-là, parce que c'était une manière en fait d'aborder le deuil au sein d'un univers de Marvel qui s'interroge pas trop sur le deuil, hein. Ça meurt à tour de bras et puis ça se ressuscite à tout bout de champ. Et je trouvais ça intéressant en fait, la manière de traiter le deuil là-dedans. Et justement, là encore, on va faire un petit peu de pub pour Pop Culture, puisqu'il y a un article qui a été publié sur WandaVision qui parle un peu justement de cette idée de deuil dans la série. Mais d'ailleurs, tu sais, alors très rapidement, parce que je pense pas si c'est pas du tout le sujet du film, mais c'est une de mes scènes préférées, en fait, et c'est un de mes films préférés de Marvel, même s'il a plein de défauts. On parlait des deuils d'une époque. Moi, j'aime beaucoup la dernière scène du premier Captain America, où justement, il se réveille, et tout ce qu'il a connu et aimé, en fait, a disparu. Et en fait, il avait promis une danse, à Peggy Carter, et en fait, quand il est dépassé par tout ça, et on sent qu'il est submergé quelque part, il va falloir qu'il accepte le fait que, spoiler, il retrouvera, mais en théorie, il ne retrouvera plus ce qu'il a perdu, qui est tout à fait récent pour lui. Enfin, lui, il a l'impression de s'être réveillé. Et en fait, il dit juste, mais on m'avait promis une danse. Et en fait, je trouve que c'est un des meilleurs moments de Marvel. Et d'ailleurs, ça donnera quasiment la meilleure scène du dernier film. Et je sauve 2 séquences dans le dernier film. En fait, c'est cette dernière scène-là, parce qu'elle fait écho à ce truc-là, et la scène d'ouverture, où justement, c'est pareil. D'ailleurs, Hawkeye, c'est un personnage qui arrive pas au début à faire le deuil de sa famille qui a disparu. Mais c'est vrai qu'ils auraient, peut-être que ça sera mieux fait, ils auraient pu le développer, mais bon, on va peut-être pas rentrer là-dedans, mais comme tu dis, c'est vrai que c'est quelque chose, et ça, c'est ça, l'être aimé qui revient, mais même si tu prends, alors peut-être pas le roman de Bram Stoker, qui a un côté plus horrifique, mais si tu prends le Dracula de Coppola, c'est pareil, en fait, il retrouve une femme qui ressemble à celle qu'il a aimée, et en fait, ça sera sa perte pour le coup, parce qu'il est incapable de lâcher ça. Et il y a ce côté-là aussi qui est intéressant, ce côté on en revient toujours à cette perte et ce refus des fois tout à fait conscient de faire le deuil. Clément, il parlait de Mother 3, si je me souviens bien, dans le réflecto de Mother 3, tu parlais aussi de The Last of Us, qui est un double jeu sur le deuil, en fait. Et le premier jeu, le personnage de Joel, c'est quelqu'un qui est incapable de faire le deuil de sa fille. Et finalement, le choix ultime qu'il va faire et qui va faire découler plein de choses, c'est plus un choix égoïste parce qu'il n'est pas capable d'avoir fait le deuil de sa fille et qu'il assume en plus pour le coup. Et c'est là qu'on voit le fait de pas forcément dépasser, des fois c'est assumé, et qui va déclencher. Et dans la seconde partie, c'est pareil. La plupart en tout cas les 2 personnages principaux de la seconde partie, c'est des personnages qui partent sur un chemin de colère, de vengeance, parce qu'ils ne sont pas capables, en fait, pas capables, parce que c'est jamais facile, hein, mais parce qu'en tout cas, ils n'ont pas pu faire un deuil qui ait pu finalement les libérer, et ils vont devoir accepter à vivre à ça et vivre des aventures, ou peut-être ne plus en vivre, on verra. Mais c'est ça aussi, et c'est bien de mettre en scène aussi, voilà, que, comme tu dis, c'est bien qu'il y a pas forcément de leçons à en tirer, enfin chacun se tire ses propres leçons, mais voilà, c'est bien de montrer des fois ce côté, et même dans WandaVision, ce que fait Wanda, en fait, quelque part, c'est qu'elle prend en otage les gens d'un village pour faire sa propre fantaisie. Donc il y a un côté très toxique aussi. Et c'est de montrer ça, ce côté où chacun, et on parlait de Wanda, d'ailleurs, t'avais Olsen qui joue aussi dans la série Sorry for Your Loss, qui est une série disponible en 2 saisons sur Facebook gratuitement, légalement, c'est sous-titré en français.
Et elle joue un personnage d'une femme qui a perdu son mari assez jeune. Et en fait, on voit les différentes étapes et aussi ce côté, elle, du deuil, mais aussi les membres de la famille, c'est-à-dire la belle-mère, le frère du gars qui est décédé, sa propre sœur. Et chacun dit aussi, ben oui, t'as pas le monopole de la douleur, et c'est ça qui est bien, ou du deuil, on n'a jamais le monopole, et on peut pas juger qui souffre plus qu'une autre. La souffrance, en fait, on peut pas la quantifier, suivant les personnes. La mort d'un personnage va nous faire souffrir autant que chez une autre personne, la mort de quelqu'un en particulier, ou le fait d'avoir cassé un vase. Ça peut paraître stupide comme ça, mais c'est pas quantifiable, et on n'a pas à juger. Et c'est bien aussi d'avoir des œuvres qui montrent ça, qui montrent que le deuil fait partie de tout le monde, et que on peut le vivre différemment, et que c'est pas parce qu'on vit différemment un deuil ou moins intensément qu'on souffre moins ou que ça nous touche moins. C'est bien aussi d'avoir cette remise en perspective du deuil, et il y a beaucoup d'œuvres qui le font de plus en plus, et ça permet là encore quand après on les regarde, on les découvre, on les lit, de se dire à soi aussi de pouvoir se dire bon ben alors ouais, parce que quelque part on cherche toujours une sorte de validation ou de justification, c'est un réflexe humain qu'on a tous. Et donc voilà, donc c'est bien aussi, et c'est pour ça aussi qu'on avait envie de parler de ces différentes œuvres, et il y aurait plein d'œuvres à citer. Je veux dire, c'est comme je dis, hein, c'est un thème qui est tellement utilisé parce que ça fait partie de la vie, la mort fait partie de la vie, le deuil fait partie des étapes de la vie, et donc de certaines morts, de petites morts et de la grande mort. Et donc voilà, donc c'est pour ça que sans être joyeux, c'est aussi un thème sur lequel confronter, j'aime pas le mot confronter parce que ça fait une sorte de baston, non, c'est un thème qu'il faut juste embrasser plutôt même, et voir ce qu'il fait en nous, et puis après voilà, et savoir ce que ça vient nous raconter de nous, des personnages d'abord parce qu'on découvre des œuvres, et après pourquoi ça nous touche ou que ça nous touche pas. Et c'est pas un souci si ça ne touche pas, c'est pas un souci si ça nous touche, et c'est bien aussi d'accepter ça. Pour le coup, il y a aussi cette acceptation. Et écoute, je pense qu'on peut difficilement faire une conclusion meilleure que ce que tu viens de nous donner là. En effet, le deuil et tout ce qui s'ensuit, la dépression, etc., sont des choses qui restent quand même assez universelles et qui nous permettent d'en apprendre plus sur nous-mêmes, notamment grâce aux œuvres de fiction qui nous accompagnent chaque jour. Et ceux qui vous accompagnent chaque jour, forcément, en tout cas quasiment tous les jours, c'est Podculture, car du mardi au vendredi, nous sommes présents un peu partout, donc le mardi et le jeudi avec des articles sur le site de podculture.fr. Le mercredi, une fois par mois, nous sommes donc avec le podcast en rendez-vous, mais tous les mercredis du mois et tous les vendredis du mois, nous nous retrouvons en live sur Twitch, en découverte de jeux ou d'autres émissions qui vont voir le jour, notamment le vendredi 12 novembre, où Anthony sera du coup le chef d'orchestre de cette nouvelle émission qui sera donc le vendredi 12 novembre à 21h, en compagnie du coup de Anthony, de Donny Jeep, et je suis très mal poli, de Antia, qui et de moi-même, qui nous fera donc le plaisir de partir en recommandation d'œuvres culturelles. Merci à vous d'avoir écouté ce nouveau podcast de podculture.fr. N'hésitez pas à nous retrouver sur les différents réseaux sociaux de Podculture, à savoir Twitter, Instagram, Twitch et Discord. Et vous pouvez retrouver chacun des chroniqueurs de ce podcast sur leurs propres réseaux sociaux, dont les liens seront en description. Encore un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Ciao! Ciao! Salut! Salut!